Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu as une histoire à raconter? Envoie ton histoire par WhatsApp, là, il y a un numéro à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur YouTube à 12h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h00, 3 vidéos sur Facebook et une vidéo sur TikTok. Je vous demande de vous abonner sur toutes les plateformes DMG TV, Facebook, YouTube et TikTok. DMG TV, simple. Il n'y a pas DMG TV plus histoire, DMG TV machin. C'est DMG TV, simple. Et nous n'entrons pas dans les inbox des gens pour les proposer des traitements de machin, ceci. Quelqu'un rentre en inbox sur le nom de DMG TV, ce n'est pas nous. Nous, on répond simplement aux commentaires sous la page DMG TV. Full stop. Donc, faites attention aux arnaqueurs et tout et tout. Donc, aujourd'hui, on va écouter 10 histoires mystiques. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner à la page, de liker, de commenter. Et on va commencer très rapidement avec la première histoire. Ça fait quasiment une semaine que j'ai découvert ta page Facebook. Et depuis lors, j'écoute tes histoires avec beaucoup d'attention. Vraiment, c'est très édifiant. Et depuis lors, je suis vraiment scotché à tous les nouveaux épisodes parce que j'ai vraiment pris le temps. Vraiment, quand je parle du temps, c'est que dans la journée, je marche avec mes écouteurs aux oreilles pour essayer de suivre les épisodes qui datent depuis de 2-3 mois et tout, question de me mettre un peu à la page. Mais j'ai pensé qu'aujourd'hui, il faut que j'apporte aussi ma petite contribution à la team en termes d'histoire vécue. Donc, je vais déjà d'abord raconter l'histoire que j'ai vécue personnellement. C'est une petite histoire que je qualifie aussi de mystique. Ensuite, je vais faire des propositions pour stimuler davantage notre petite communauté des histoires mystiques, si je peux appeler ça comme ça. Voilà. Donc ma petite histoire concerne particulièrement mon petit-fils. C'était en début 2019, lorsque mon petit-fils venait de naître. On a aménagé dans un nouvel appartement dans la ville de Douala. Je vais pas citer le quartier. Donc on venait de quitter d'un studio pour un nouvel appartement. Et à peine entré dans l'appartement, ma femme est entrée avec une grossesse d'environ 7 mois. 3 mois après, elle a accouché. Et depuis qu'elle a accouché, chaque minuit, bon, au départ on disait oui, c'est normal, l'enfant doit pleurer. Mais chaque minuit pile, l'enfant se réveillait, pleurait ardemment. Je dis bien ardemment. Et c'était tellement chronométré que je savais, alors qu'il me levait comme ça, je dis ouais, il est quelle heure, je vois minuit. Demain je me réveille encore, ouais, il est quelle heure, les pleurs me réveillent, je dis il est quelle heure, minuit. Après demain, comme ça jusqu'à environ l'âge de 2 ans. Jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc j'étais déjà habitué que minuit pile, l'enfant doit pleurer. Donc, ma famille venait souvent à la maison. Personne n'avait fait cette remarque. J'avais en parlé à ma mère, elle a dit non, c'est normal, les enfants c'est comme ça, ils se lèvent la nuit pour pleurer. Je dis mais pratiquement à la même heure, elle me dit oui, c'est comme ça, c'est son heure qui pleure. Mais un jour, ma belle-mère est venue, l'enfant se lève, elle était en congé, elle avait décidé de passer près d'une semaine à la maison. Chaque fois, elle se rend compte que justement l'enfant se lève à minuit pour pleurer. Premier soir, elle ne dit rien. Deuxième soir, elle ne dit rien. Troisième soir, elle me dit mais c'est quoi ce délire? Pourquoi chaque minuit l'enfant se lève, pleure? Il pleure même pendant au moins 30 minutes. Tu le calmes avec n'importe quoi, il pleure. Après même peut-être les pleurs d'1h30 que tu l'as porté, tourné dans la maison, c'est là où il se met donc à dormir. Elle a dit que l'histoire, ce n'est pas normal. C'est là qu'elle me demande que c'est comme ça depuis quand? On dit depuis la naissance. Elle dit pourquoi vous ne m'avez pas dit? Elle a dit mais on nous a dit que c'est normal, l'enfant doit se lever la nuit pour pleurer. Il a dit oui, pleurer parce qu'il a faim, pleurer et redormir directement, mais pas à la même heure
pas chaque jour, c'est pas normal. Vous êtes sûr que c'est chaque jour à la même heure minuit? On a dit oui, c'est comme ça, chaque jour nous on est habitué. Elle a dit, ça va. Bon, entre parenthèses, ma belle-mère est un peu du genre à fréquenter les marabouts, pas négativement selon moi, un peu pour voir est-ce que ses enfants sont en santé, la maladie que mon enfant a là-bas ou alors que ma fille a, est-ce que c'est mystique? Donc elle essaie toujours de protéger à sa manière sa famille en consultant les marabouts. Donc elle a dit elle va aller voir ça. Bah moi je disais c'est pour elle là-bas. Je ne dirais même pas si elle dit elle bavarde pour elle, ça la regarde. Après ça, elle nous appelle, elle nous dit j'ai consulté un papa. Il me fait comprendre que cette histoire-là n'est pas simple et il faut qu'on le traite rapidement. Que l'enfant se fait perturber chaque soir par des démons ou alors je vais dire des sorciers, des personnes malsaines ou alors des personnes mystiques viennent tout le temps perturber l'enfant. Et si ça continue, ça va atteindre un autre stade qu'on ne pourra plus contrôler. Donc on essaie de gérer ça très rapidement. Donc, jusque-là, j'ai toujours pris à la légère. Après ça, un matin un soir il m'appelle, elle me dit, ce monsieur-là va venir demain à la maison. Je dis, mais la mère, c'est comment? On n'a même pas encore pu analyser la situation. Tu dis déjà. J'étais même encore en train de bavarder, elle a raccroché qu'après on me dit il n'y a que indique la maison au monsieur ou alors va chercher, on dit indique la maison parce que le monsieur là va venir, tu vas aller le prendre où il faut le chercher pour l'amener à la maison. Donc il est arrivé, on m'a indiqué l'endroit où aller le chercher, j'ai démarré le véhicule, j'essaie de le prendre, je l'ai amené à la maison. Il est arrivé directement, il s'est mis à travailler, faire ses trucs, verser du sel, des produits. Bon, je ne vais pas raconter tout ce qu'il a fait. Il a pris l'enfant, il a travaillé particulièrement sur l'enfant. Après, il est parti. Je vous assure, depuis ce jour, c'est-à-dire 2020, jusqu'à aujourd'hui, l'enfant n'a plus jamais pleuré la nuit. Si l'enfant pleure, il peut se réveiller même peut-être, du moins à ce moment s'il pleurait, déjà que c'était rare. Mais quand ça arrivait, il se lève, il pleure un peu là, il a faim, des trucs comme ça, on lui donne à manger, ou voilà, il redort. Au cas contraire, il ne pleure même pas. Sauf s'il a faim ou alors il veut pisser ou alors il a fait caca sur lui, ça le perturbe. Donc, ça a vraiment attiré mon attention que nous ne devons pas négliger certaines choses. Et justement, le papa nous a fait comprendre que l'enfant, chaque soir, bagarrait avec des personnes mystiques. Et si on ne soutenait pas l'enfant, c'est quelque chose qui pouvait aller loin. Donc, le papa a donc protégé la maison selon lui, de manière à ce que aucune personne qui a les mauvais esprits ne peut entrer dans notre maison et se sentir à l'aise. Donc si quelqu'un entre dans notre maison avec des esprits malsains ou alors et qu'il est possédé par des esprits malsains, il va se sentir tellement mal à l'aise qu'il va rapidement sortir. Et ça m'amène à raconter une deuxième histoire qui a suivi cette histoire. La deuxième histoire, c'est que je cherchais des ménagères et j'en ai à parler à ma famille. Et puis ma maman connaissait la fille de sa copine, du moins c'est une fille adoptive de sa copine qui était à la maison après l'école, ne savait pas quoi faire, elle voulait un peu prendre une pause, travailler pour quelqu'un, avoir un peu son petit argent pour continuer ses études à l'université. Et c'est comme ça qu'elle nous a proposé cette fille, sans toutefois savoir que depuis à la maison où cette fille vivait, elle avait des problèmes. Elle avait des problèmes spirituels. Donc selon ce qu'on dit, c'est que, selon l'histoire qu'on m'a racontée plus tard, c'est qu'elle était allée dans une église et puis on a prié, on a levé les démons sur des gens, les démons sont entrés dans elle. Donc comme quoi, on m'a fait comprendre qu'on a constaté qu'elle tombait au lycée. Et quand on l'amenait chez les pasteurs, on priait sur elle, on disait qu'il y avait beaucoup de démons dans elle.
Parfois, on pensait qu'on avait à lever ces démons, mais on n'arrivait pas à lever ces démons. Mais à un moment donné, les démons s'étaient calmés. C'est-à-dire, on maîtrisait les démons. Elle vivait anormalement parce que les démons s'étaient calmés, mais c'était encore en elle. Ce qui fait donc qu'on m'envoie la fille, sans toutefois me dire que, entre-temps, la fille, s'il y avait ce genre de problème. Dès que la fille est entrée dans notre maison, elle a commencé les vomissements, comment on dit, elle tombait, elle s'évanouissait tout le temps. Merde, j'ai dit c'est quelle malchance. Tout le temps je suis à l'hôpital avec la fille. À l'hôpital on ne voit rien. On mettait seulement la perfusion pour baisser la température. Dès qu'elle sort de la maison, elle est à l'aise. On ne voit plus rien. Mais dès qu'elle entre à la maison, elle tombe. Elle sort de la maison, rien. Après comme ça, moi j'ai dit appeler les parents de la fille. J'ai dit vraiment, je ne peux plus rien pour cet enfant. Je voulais vraiment aider, mais là, voilà même les factures de l'hôpital qui montaient à plus de 80 000, presque 100 000. Et tout le temps que j'ai perdu, je ne suis pas allé au travail, je suis pour veiller sur l'enfant. Moi, j'en veux plus. On m'a demandé d'envoyer l'enfant chez lui de 7 ans dans un quartier de Douala. Je suis allé la déposer. Et à ce moment, elle allait très bien. Sauf que lorsqu'elle entrait dans notre maison, elle n'allait pas bien. C'est plus tard que on m'a fait comprendre, moi l'une de mes petites sœurs qui a fréquenté elle dans le même lycée m'a fait comprendre que en fait, au lycée, elle avait des démons. Au lycée, elle avait des démons. Donc, c'est là où je me suis rappelé que peut-être il y a un lien entre la protection qu'on a fait dans ma maison contre les mauvais esprits et la manifestation de cette fille dans la maison. Ça veut dire dès qu'elle entrait dans la maison, elle se sentait perturbée par la protection qui était dans la maison. Et dès qu'elle sort de la maison, il n'y a pas de problème. En journée même qu'elle préférait rester dehors toute la journée que de rester à la maison. Elle n'a même pas fait 2 semaines à la maison et puis elle est partie. Elle se sentait très mal à l'aise. Donc juste pour essayer de la moralité à l'intérieur, c'est que comme beaucoup de personnes disent souvent dans leur histoire, la fin de leur histoire, ne négligeons pas nos coutumes africaines. Certes, il y a le christianisme, il y a tout, mais nos coutumes africaines sont très très puissantes. Nous ne devons pas les négliger. Voilà. Maintenant, ma proposition pour essayer un peu de stimuler un peu le groupe, je propose un panel qui va accompagner DMJ, un panel des experts dans le spiritualisme. Ça peut être des prêtres exorcistes. Pour moi, je conseille plus des prêtres exorcistes parce que eux, ils ont fréquenté dans le domaine, ils ont étudié dans le domaine. Et puis, ils sont des spécialistes par rapport aux marabouts qui sont un peu trop limités dans le domaine, je vais dire quoi, culturel, intellectuel, mais qui maîtrisent aussi le côté spirituel. Donc moi je conseille plus les prêtres par rapport, c'est mon avis à moi, par rapport au marabout. Bien sûr, peut-être on peut amener un marabout de temps en temps, mais moi je vois plus le prêtre un prêtre exorciste, parce qu'il peut mieux nous expliquer ce qui arrive à la fin de chaque histoire. Il essaie de nous dire comment on pouvait faire pour éviter ce genre de situation d'abord et comment on pouvait faire pour empêcher que ça empire ou alors qu'on perde le membre par exemple qui était habité. Comme ça, les internautes ou alors les followers pourront anticiper à l'avenir sur ce genre de problème. Donc, comment se protéger pour ne pas tomber dans ce genre de piège? Parce que bien sûr, on va dire oui, on ne doit plus ramasser l'argent au sol, on ne doit plus. Mais si par accident on a ramassé, comment est-ce que on pourrait se protéger, ça ne nous attaque pas, par exemple? Voilà, donc c'est ma petite contribution. Bonne soirée à tous et puis à la prochaine. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Pour sa proposition aussi, qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi en commentaire. Mais moi, personnellement, j'évite. Pourquoi? Parce que comme on a une communauté qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas musulmane, qui n'est pas athée, qui n'est pas sorcière, qui n'est pas marabout, pour faire éviter de faire monter
un chrétien, par exemple, pour venir expliquer. Et maintenant, qu'en est-il des musulmans? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Je vais monter, par exemple, un marabout. Les chrétiens pensent quoi? Les musulmans vont penser quoi? Les sorciers vont même penser quoi? Ou bien les athées vont penser quoi? Donc, c'est pour éviter ça que je ne fais pas monter quelqu'un pour venir expliquer. Je préfère que si tu racontes ton histoire, tu dis par exemple, j'ai eu la solution chez un prêtre. Ah voilà, j'ai pas de problème, c'est ta solution. Plusieurs vont te suivre dans cette solution-là. Et sans problème. Si ce que tu dis par exemple, j'ai la solution chez un marabout, ça ne me dérange pas. Ceux qui vont vouloir te suivre dans ce couloir vont te suivre dans ce couloir-là. Mais je ne peux pas venir dire ici là que c'est la solution sur le marabout, la solution sur le pasteur, ou c'est le prêtre, ou c'est l'imam. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Ici, on est là pour sensibiliser. Et après, si ce que tu as une solution quelque part et tu dis comment ça s'est passé et d'autres veulent te suivre, il n'y a pas de problème. Hein? Chacun est censé faire un choix. C'est comme ça, même Dieu nous donne le choix de faire ce qu'on veut. Dieu a créé tout le monde et puis il a donné le choix. Tu peux choisir ce que tu veux. Tu peux être musulman, tu peux être athée, tu peux être sorcier, marabout, chrétien et tout. Tu fais ton choix selon ce que ton cœur te dit. Je ne peux pas imposer ça ici. Ça va limiter le programme. On va devenir chrétien, ou bien on va devenir l'église catholique, ou bien la mosquée, Bamounou, Aoussa. Non, non, non. On n'est pas ça ici. Ici, c'est juste DMG TV, histoire mystique. Après, chacun suit son couloir. Merci. On passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, j'espère que ça va bien. Tout d'abord, je souhaitais encore te dire merci pour le travail que tu fais et que Dieu te bénisse vraiment et t'ouvre toutes les portes afin de pouvoir ouvrir les yeux à nos frères et sœurs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est important de partager parce que vous ne savez pas l'impact que cela peut apporter et vous ne savez pas qui ça peut toucher. Quelqu'un peut être dans une situation qu'il vit à l'instant T et le fait d'écouter cette émission, ça ouvre beaucoup et ça permet de se dire que, eh oui, je ne suis pas dans je ne rêve pas, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, je viens raconter une autre histoire de ma vie. Tant mieux parce que moi, je préfère le faire en privé comme ça sur WhatsApp. On ne sait pas qui je suis parce que je ne sais pas si les membres de ma famille m'écoutent. Mais je voulais dire une chose. Il y a quelques semaines, il y a à peu près 2 semaines, il m'est arrivé une chose. Je faisais la délivrance parce que quand vous êtes lié à quelqu'un, par exemple, lié, ça veut dire vous pouvez avoir un enfant avec quelqu'un, avec un homme ou avec une femme, et que vous avez la vie de prière ancrée, vous pouvez délivrer ces personnes. Il se trouve que le fils de mon enfant, le père de mon enfant est lié à moi, bien sûr, parce qu'on a un enfant, et ma mère l'avait goissé, parce que ma mère est une sorcière. Et je voyais en fait, depuis un petit moment, je voyais le changement, même si on est séparés, mais il était méchant avec moi, très méchant. Et la manière dont il me regardait, je disais toujours, c'est bizarre parce que quand il me regarde, on aurait dit qu'il regarde une sorcière ou il a peur de moi. C'est ce que je ressens. Moi, j'ai mes dons, j'ai mes ressentis, j'ai l'empathie, je ressens très vite certaines choses. Et d'un coup, un jour, je ne sais pas pourquoi, comment ça s'est passé. J'étais là chez moi, allongée. Il venait de passer à la maison et il ne m'arrêtait pas de me faire pleurer parce qu'il devait aller en déplacement. Mais pendant 2 jours successifs, il n'a pas arrêté de me faire pleurer parce qu'on arrive à la fin de l'année, c'est en décembre. On arrive à la fin de l'année, donc c'est le moment où certains démons veulent pousser d'autres à ouvrir les portes. Et ça, il faut faire très, très attention parce que, comme je dis souvent dans mes vidéos, il y a des personnes qui peuvent vous pousser à ouvrir des portes. Ils viennent vous titiller. Il suffit d'avoir la colère en vous. Il suffit d'avoir la haine en vous. Vous laissez le diable passer. Donc, faites très attention. Et quand on est dans une vie de prière, il faut être très attentif. Et il est venu, il m'a fait pleurer. Et d'un coup, je me reste comme ça, je dis, mais c'est bizarre. Pourquoi il est si méchant avec moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je suis quand même la mère de son enfant et je fais tout. Quand je dis j'ai fait tout à ce garçon, j'ai
je l'ai faite en fait. Parce que ce garçon est arrivé, il n'avait rien. Je l'ai... Dieu l'a mis sur ma route. Dieu l'a mis sur ma route. J'ai fait ce que j'avais à faire selon la volonté de Dieu. Et d'un coup, je parle de cela à mon pasteur. Il me dit, ok. Quelque temps après, il me rappelle, il me dit, on va faire une prière le matin dans les coups de 6 heures. Donc, je vais te réveiller. À 6 heures, on va faire la prière. À 6 heures, on se lève, on fait la prière de délivrance. Et c'est là qu'il révèle beaucoup. Pendant la prière de délivrance, il dit beaucoup de choses concernant le père de mon enfant, en disant que, oui, effectivement, ma mère avait mis un bandeau noir sur ses yeux pour qu'il ne me voie pas, qu'il ne voie pas notre enfant. Et elle avait aussi fait en sorte qu'il puisse me voir comme une sorcière, qu'il puisse avoir peur de moi. La délivrance s'est bien passée. Voilà que je me rendors. 30 minutes plus tard, j'avais mon enfant à côté de moi. 30 minutes plus tard, je sens où c'était entre le rêve et la réalité. Je sens comment on soulève la couette de mon corps. Et d'un coup, tout mon corps se fige. Il se fige et j'ai froid. Donc, je voulais crier, je voulais prier le genre, au nom de Jésus, je te brise, machin. Je n'y arrivais pas. Je n'arrivais même pas à ouvrir la bouche. La seule chose que je murmurais, c'était au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais je murmurais, je n'arrivais même pas à ouvrir la bouche. Je murmurais au nom de Jésus. Et j'avais la tête tournée vers mon enfant. Et d'un coup, je vois ma mère qui vient, qui pose la tête, qui me regarde droit dans les yeux. Je continue, je la regarde, je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et pendant à peu près ça, j'avais l'impression que ça durait une éternité. Je crois que ça a dû durer à peu près 2 minutes. Et d'un coup, j'ai repris mon corps. J'ai pu ouvrir les yeux. J'ai commencé à prier fort, à prier. Comme j'avais mon enfant à côté, je ne pouvais pas crier. J'ai commencé à parler, à crier, à prier. Comme il se faisait encore un peu tôt, je me suis rendormie. Je me rendors et au moment où mon réveil sonne, j'entends mon réveil de loin. Je sens comment je vais me réveiller. Je suis toujours entre la réalité et le monde spirituel. Donc, je sens comment je vais me réveiller. Impossible, mon corps se refige. Impossible de bouger. J'essaye même de bouger pour dire je vais descendre du lit. Impossible. J'ai commencé à prier au nom de Jésus. Et là, j'ai un de mes frères avec qui je suis connectée qui vient, qui me regarde, qui me dit « Vas-y, lève-toi. Vas-y, lève-toi. » Je le regarde, je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis finalement, d'un coup, physiquement, boum, je me suis réveillée, j'ai ouvert mes rideaux. Comme mon rideau est ma fenêtre en face à côté de mon lit, j'ai ouvert directement le rideau et je sentais mon corps hyper lourd. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je contacte mon pasteur qui me dit, en fait, tu as le retour de la délivrance pour qu'elle vienne te faire signaler que, en fait, c'est la délivrance qui vient te faire signaler que ce qu'on a fait, c'était réellement ça. Elle vient te menacer que ce que tu as fait là, tu crois que je ne suis pas au courant. Je vous dis, vous savez, de ce que je vis aujourd'hui, de ce que j'ai vécu en 2022, je peux vous dire que il y a des parents qui sont bien. Moi-même, je suis parent aujourd'hui. Et mon rôle en tant que parent, c'est de protéger mon enfant du mieux que je peux. Quitte à laisser ma vie, il faut que je protège mon enfant. Et tous les parents ne sont pas faits pour protéger leurs enfants. Comme j'entends certaines histoires, il y a des parents qui tuent leurs enfants. Il y a des parents qui veulent transmettre la sorcellerie à leurs enfants. Moi, c'est mon cas. Ma mère a toujours voulu me transmettre la sorcellerie, mais elle n'y arrive pas parce que j'ai une grâce en moi qui fait en sorte que moi, je suis dans la lumière. Parce que le monde des ténèbres, le monde est fait de telle sorte, même la parole de Dieu dit, soit vous êtes dans la lumière, soit vous êtes dans la nuit. Et moi, je suis dans la lumière. Et le fait que je sois dans la lumière, ça a toujours dérangé ma mère.
Et je suis un combat pour elle. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que quand tu es prémisse, les prémices, ça veut dire les premiers-nés. Quand tu es premier-né, tu es très attaqué. Donc, c'est très important de rester d'être éveillé et de prier beaucoup parce que le monde dans lequel nous vivons, vous ne savez pas qui est qui. Vous ne connaissez pas le cœur de qui que ce soit. Donc, soyez très vigilants. Vraiment, soyez très vigilants. La morale de l'histoire ici, c'est oui, nous avons nos parents. Demandons toujours à Dieu de nous montrer qui sont réellement nos parents. Vous avez des parents qui protègent, mais qui sont prêts à mettre la main au feu pour leurs enfants. Mais à contrario, vous avez des parents qui sont dans la nuit, qui veulent à tout prix sacrifier leurs enfants. Comme dans une histoire que j'ai écoutée une fois, où le père, parce que son fils buvait de l'eau, lui croyait que c'était le vin. Il lui a donné de l'eau et en fait, il a mystifié ce que son fils lui a donné parce qu'il regardait la bouteille de son fils. Et puis, il est parti dans la sorcellerie. Il a voulu tuer son fils et c'est son frère qui est venu le sauver. Donc, il n'y a pas que des bons parents. Dieu a aussi mis des parents. Il y a aussi des parents qui sont sur terre pour détruire leurs enfants. C'est malheureux à dire. C'est douloureux à admettre. Moi, c'était mon cas. Mais je peux vous dire, n'ayez pas de rancœur. N'ayez pas de colère dans votre cœur. Ayez que de l'amour. Laissez Dieu juger. Laissez Dieu s'en occuper. C'est le seul maître. Et faites ce qu'il y a à faire. Restez calme, restez rempli d'amour parce qu'il n'y a que de l'amour. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne s'aiment pas, qui passent le temps à envier, qui passent le temps à tuer, qui passent le temps à tromper. En fait, nous sommes, comme j'ai tendance à dire, on vit l'enfer sur terre. C'est réellement l'enfer sur terre. Restez vigilants. Donc, je te remercie beaucoup, DMG, et vraiment, soyez bénis vous tous. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Et pour contribuer à ce qu'elle a dit aussi, quand, excusez-moi les musulmans, excusez-moi tout le reste, là, quand la Bible dit par exemple, honore ton père et ta mère. Ma question est la suivante. Si ton père est marabout, si ton père c'est un sorcier, il te dit, va tuer tel, tu l'honores ou tu ne l'honores pas? Dites-moi ça en commentaire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que chacun a été créé avec sa part de personnalité, je vais dire ça comment? Chacun a eu son étoile, chacun doit suivre sa voie. Tu peux respecter tes parents, mais tu sais ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc tu auras toujours la décision finale. Si ton père t'encourage à faire des choses positives, oui, c'est normal, tu vas l'honorer, tu vas le respecter. Mais au contraire, si ton père t'encourage à faire des trucs négatifs, vol, tuer, voilà, mensonges et tout, je ne pense pas que tu as l'obligation de l'honorer. Non. À un moment donné, tu vas devoir dire non, monsieur. Ça, c'est pas ma voix et tout. Donc, c'est un peu ce qu'elle voulait dire. Et je pense, En tout cas, on passe à la troisième histoire. Je vous demande d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Laissez des likes. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo. Et s'il y a des trucs que vous préférez ajouter comme modification à l'émission, proposez en commentaire. On passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir. Je te remercie pour le travail que tu fais. Merci à toi. Ça fait un certain moment que je te suis sur TikTok. C'est là où j'ai fait ta connaissance et sur YouTube par la suite. Je vais te raconter l'histoire de l'un de mes voisins qui est décédé en 2018. En fait, nous vivons dans un nouveau quartier, une banlieue de Yaoundé. Et je me suis construit avant lui. Donc, de temps en temps, quand il venait suivre son chantier, il me trouvait et on papotait un peu. Maintenant, par la suite, il a eu à aménager. Et le constat que j'avais fait, c'est que j'avais l'impression qu'il était un peu envieux et qu'il vivait un peu dans un système de concurrence. Par la suite, j'ai aussi constaté qu'il marchait beaucoup avec les gens. En fait, ses amis étaient un peu lourds, un peu riches par rapport à lui. Maintenant, quand il a aménagé, subitement, le monsieur pour lequel le chantier le menaçait un peu,
j'ai constaté que le gars avait déjà de très grandes ambitions parce qu'il avait construit, en fait, il avait prévu une maison avec 2 dalles, mais il avait coulé la première dalle. Il a fait quelques petits travaux de finition et il a aménagé. Par la suite, il m'expliquait comment il va payer le camion, comment il va payer ci ou ça, les véhicules et tout et tout. Je me demandais que mais le gars, si avec le chantier qui était difficile pour lui, là, il va prendre l'argent. Bon, quelques mois plus tard, il a payé un véhicule et il semblait dire que au fur et à mesure que le temps va passer, on verra ses réalisations. Bon, quelques mois plus tard, j'ai mon papa qui décède. Et on était à la veillée ensemble. Comme ils étaient voisins, ils sont venus assister. Tous mes voisins de l'époque. Moi, je vais dans mon village pour l'enterrement de mon papa. On a voyagé un jeudi. Le samedi, on nous appelle pour nous dire qu'il a fait un accident de circulation et que c'est très grave. Je dis que mais comment ça? Dit que vraiment on ne sait même pas s'il va s'en sortir. Il était dans son véhicule seul. Maintenant, à mon retour sur Yaoundé, je vais lui rendre visite à l'hôpital. On va à l'hôpital. Il était couché sur le lit, il était encore vivant. Mais sa famille ne voulait même pas qu'on le voie. Maintenant, on s'est dit que l'affaire, s'il a commencé comme ça. Mais chose curieuse, j'avais constaté que son ventre faisait un peu comme des ballonnements pour quelqu'un qui ne bougeait pas, mais le ventre le ventre faisait des oscillations. Maintenant, avec les voisins, on s'est dit que l'affaire c'est là. Est-ce que c'est même simple? Peut-être 4 ou 5 jours plus tard, il rend l'âme. On va donc, en fait, le soir de sa veillée même d'abord, on se rend compte que entre 23h45 et minuit 10 ou 15, il y a eu coupure d'énergie. Il n'y a plus d'électricité. Maintenant, ça se murmurait que ces gens sont venus chercher leurs choses. On ne comprenait pas. Et avant ça, il se murmurait que vous-même, vous allez voir, le corps ne peut pas bouger d'ici avant minuit. Ça, c'est le soir de sa veille. Maintenant, effectivement, le corps a bougé après minuit, après qu'il y a eu la coupure d'électricité et que l'électricité soit revenue. Nous avons donc voyagé le lendemain pour l'accompagner à sa dernière demeure. Au courant du voyage, nous arrivons dans les 6h du matin. On venait de faire l'autopsie sur son corps. Donc, c'est comme ça qu'à la suite de l'enterrement, le chef du quartier, pendant les témoignages, nous fait savoir qu'il était dans une réunion avec des amis et que c'est là-bas qu'on l'a pris. Maintenant, au chemin du retour, on dit que, en fait, on l'a trompé, patati patata et tout et tout. Nous revenons donc sur Yaoundé. Sa femme revient donc sur Yaoundé quelques jours après. Maintenant, sa femme fait savoir que elle le voit souvent dans la nuit et qu'ils ont même des rapports sexuels. Donc, elle n'est pas sûre que, en fait, il est effectivement mort. Et entre-temps, sa femme était en froid avec la famille de son mari. Parce que la famille de son mari disait que c'est elle qui a tué son mari. Mais sa femme a commencé à expliquer aux gens que c'est comme si il avait prévu la sacrifier et elle allait bloquer ça chez les marabouts, quelque chose comme ça. Donc maintenant, comme elle continue à voir son mari,
elle a fait venir un prêtre, en fait, un prêtre ou un pasteur. Les gars ont travaillé sur la maison parce qu'on disait que si tant qu'on ne travaille pas sur la maison, il sera toujours là. Et c'est là où on a déterré des choses dans la maison qu'on avait enterrées. Et c'est comme ça que elle ne faisait plus ses rêves, elle ne le voyait plus. Mais au final, sa belle famille, quand tout ça s'est passé, l'a chassée de la maison. Voilà un peu l'histoire que je voulais raconter. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. Et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On passe à la 4e histoire. Bonjour, bonsoir DMG TV. Bonjour. Et bonjour, bonsoir la communauté DMG TV. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez recevoir mon voice. Cela fait pratiquement 12 ans. Je précise bien, je suis au Cameroun. En cette période-là, dans un village de l'ouest Tchang, plus précisément dans un petit village là-bas appelé Bafou. Ok. J'avais une amie qui devait se marier. Elle a donc décidé de nous inviter, nous, ses amis du quartier, nous, ses anciens camarades de classe du quartier, du primaire. Nous sommes sortis ce jour-là en groupe au quartier. Elle devait se marier au collège Saint-Laurent de Bafouille. Collège Saint-Laurent de Bafou, au grand séminaire. Quand nous sommes arrivés là-bas, en quittant de la maison le matin, ma maman m'avait dit ce jour-là de ne pas sortir, de ne pas rentrer tard, donc je rentre à 22h. Parce que selon elle, le village n'était pas très sécurisé. Je rappelle que déjà, ma maman, elle n'est pas de là. Je suis sorti, je suis allé avec les amis, nous sommes restés à la fête. La fête a débuté tard, vers minuit. Après, dès que la fête est finie aux environs de 2h. Il y a les gens qui rentraient, mes amis. Quand je leur ai dit que bon, il faut qu'on rentre, comme nous sommes venus, parce que vous connaissez au village, on n'a pas besoin de la moto. Et en cette période, les motos n'étaient pas encore fréquentes comme maintenant. Nous avons décidé de rentrer, mais mes amis, eux, ils ont dit qu'ils vont aller dans une soirée au quartier voisin, proche de Saint-Laurent. Du coup, j'étais seul à devoir rentrer. J'étais là, je disais, bon, je vais jotter la moto, comme on dit souvent. J'attendais une moto que je vais demander, il va me laisser au quartier parce que les motos portaient les gens pour rentrer au quartier. Et il y avait aussi les voitures, bon, ça passait toujours étant plein. Les parents là rentraient étant plein. Je suis resté, j'attends. Juste pratiquement jusqu'à 2h30. Ils avaient tout porté, déjà ils étaient venus. Il y a une dernière moto qui est venue faire un dernier tour parce que je me suis rendu compte, il nous restait 4 sur place. 2 autres, un monsieur et sa femme, le vigile et moi. Nous sommes restés jusqu'à ce que le monsieur est venu avec la moto, parce que moi je me disais une voiture va venir porter ces gens. Le monsieur est venu avec sa moto, il a porté les 2 autres messieurs. Je suis resté seul. J'ai d'abord commencé par avoir peur. Il y avait un couloir, c'est rempli de concessions, toutes les concessions là-bas, et personne ne vit là, il y a les tombes. Ils sont partis. Dès qu'il a porté les 2 personnes en voulant démarrer, j'ai dit bon, si le monsieur, il me laisse ici, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour sortir. Je suis donc sorti, j'ai commencé à vite marcher avant qu'il ne démarre la moto. J'ai marché vite jusqu'à arriver au niveau de la... Avant de... Presque j'étais presque entier sorti de cette piste-là. Il m'a traversé avec la moto. Les 2 personnes derrière la moto, ils sont partis. J'ai continué à pied. Au long, dès que je commence à marcher, je me rends compte qu'il y a quelqu'un devant moi. Je me mets à poursuivre la personne pour pouvoir cheminer avec la personne parce que dans ma tête, je me dis, c'est une personne qui rentre aussi d'une fête parce que là-bas, les samedis, surtout en période
Il y a une période en février, c'est une période de semaine culturelle, il y a beaucoup les soirées de jeunes. Je me mets à suivre le monsieur, je cours, mais jamais je ne rattrape, je ne sais pas si c'était un monsieur ou c'était une dame, mais jamais je ne rattrape la personne devant moi. Je cours jusqu'à ce que j'arrive vers le marché Bafou-Meya. Je me rends compte que celui qui était devant moi n'est plus devant moi. Je traverse, il y avait un monsieur qui dormait au marché en cette période, on l'appelait Saka. Je le rencontre et il me salue. Je continue, on se salue, je continue maintenant la route. Je marche, dès que je traverse le marché, j'arrive encore pour descendre, mais dès que je traverse le marché, il y a une colline pour descendre et arriver vers mon quartier. Je me rends compte que la personne qui était devant moi, en fait, est encore là devant moi, encore commence à être devant moi à une distance de peut-être 5 à 10 mètres. Je marche très vite pour rattraper la personne, je n'y parviens pas. Et l'intervalle est toujours la même. Je prends peur. Je commence à marcher doucement, l'intervalle est la même. Et à voir la personne ne marchait pas très vite. Et on ne sentait pas les pas de cette personne. On avance, jusqu'à... Il y a une petite entrée, je me rends compte. C'est comme si la personne est entrée vers cette entrée-là. Je descends, je traverse le marécage. Pour rappel, le marécage, c'était un lieu, c'est là-bas, il y a un marécage, pour accéder dans mon quartier, c'est un lieu sacré avec beaucoup de maisons, parce que là-bas, il y a les petites maisons où on dit les maisons de Dieu. Je traverse le marécage. Dès que je traverse le lieu sacré là, je veux encore grimper la colline, la colline qui va chez moi. C'est déjà dans mon quartier. Je commence à grimper, je vois encore cette personne devant moi. C'était la pleine lune. Oui, c'était la pleine lune. Mais je ne pouvais pas déterminer si c'est un homme ou une femme. J'avance, mais déjà j'avais beaucoup de peur. Jusqu'à quand j'arrive à l'entrée pour aller chez moi. Et je ne vois plus la silhouette. Dès que j'entre chez moi, dans mon entrée là, je ne vois plus la silhouette. J'arrive, je commence à courir. Je toque la porte, ma maman, elle ouvre. Elle me dit que je t'ai pourtant dit de ne pas rentrer à l'heure là, que déjà à partir à 22h, tu ne devais plus rentrer. Pourquoi est-ce que tu es rentré tard comme ça? Et que, je suis rentré, je me suis couché, je me suis endormi. Le matin, je suis resté jusqu'à une certaine heure, j'ai parlé de ça à ma maman. Elle aussi, elle a pris peur. À cette période, mon papa, lui, n'était pas à l'ouest, il était allé à l'est. Il était allé à l'est. Il y a un de ses amis qui est venu rendre visite à ma maman à la maison. Quand ma maman, elle lui a fait part de ce que j'ai vécu dans la nuit, parce que j'ai raconté ça à ma maman plus tard en journée. Quand il est arrivé, ma maman lui a fait part de ça. Le monsieur lui m'a dit simplement que il ne faudrait plus marcher à ces heures-là. En fait, d'après ce que le monsieur m'a dit ce jour-là, apparemment, il y avait les mauvaises personnes en route dans la nuit-là. Et maintenant, la silhouette que j'ai vue et qui était devant moi, qui marchait à tout moment, c'était une personne qui me connaissait et qui a décidé de m'accompagner jusqu'à la maison. C'est ce qu'il m'avait dit ce jour-là. C'est un peu ça mon histoire. Je demande aux gens de s'abonner, partager et liker pour que la communauté puisse grandir. Et Merci. encore, j'ai beaucoup d'histoires que j'ai vécues dans ce village avant de le quitter. Je vous reviens une prochaine fois. Merci. Merci. Abonnez-vous, likez, partagez. Laissez des likes. Envoyez les cœurs. Ok, on passe à la 5e histoire. Pas avoir un marabout pour épouser un homme riche. Ok. Écoutez l'histoire. Ok, tout d'abord, merci. L'histoire que je vais raconter, ça s'est passé chez moi au Congo.
Et c'est une grande sœur qui était décédée il y a de cela 5 ans ou 4 ans comme ça, je ne me rappelle plus. Mais on priait avec elle, on a grandi ensemble et tout d'un coup, la jeunesse, comme vous savez, et elle a changé, elle ne venait plus à l'église. Elle suivait maintenant les garçons, les amis, tout ça, l'ambiance. Elle a tout d'un coup changé. Nous tous, on était étonnés. Elle est devenue propre, jolie, alors qu'avant, elle n'était pas comme ça. Et un jour, on s'est réveillé le matin, on entend que non, elle est décédée, juste comme ça. Et là, les gens pensaient que c'était sa grand-mère. Les gens commençaient à insulter sa grand-mère, Ndoki, Ndoki, Ndoki. Alors que c'était même pas elle. Ils ont dit que non, on va te tuer toi aussi. Allez. Et tout d'un coup, directement, il y a une de ses familles qui est venue, que quand elle a entendu que la fille est décédée, elle est venue. Elle a commencé à tout raconter. Elle a dit que non, au fait, elles étaient à 4. Elles étaient parties voir un marabout pour épouser les hommes riches. Et le jour en question, quand ils sont partis, le marabout a dit ils vont se laver avec une ou des cadavres. Et il y a une qui avait refusé. Elle a dit non, elle ne peut pas supporter ça. Elle a refusé, elle a fui. Elle est partie voir des pasteurs le même jour. Et les 3 autres sont restés. Ils ont accepté. Et ils ont dit si vous voulez épouser les hommes riches, vous avez 3 jours. Pendant la nuit, vous allez voir des choses bizarres, mais ne paniquez pas. Ok, ils sont partis. Le premier jour, deuxième jour, ils ont vu les choses. Elle n'a pas crié. Mais le dernier jour, c'était un gros serpent. Elle n'a pas supporté, vu qu'elle a très peur des serpents. Et elle a commencé à pleurer, elle a commencé à crier. Dès qu'elle a crié, elle a senti mal à la tête. Elle a commencé à dire à sa grand-mère, Moutou, 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 donc il signifie la tête. Moutou passi, j'ai mal à la tête. La grand-mère dit, mais à quoi? Elle commence à voir les choses. Ils sont partis à la clinique, elle a pleuré. Mais Nini Kaka, elle commence à pleurer, elle a crié. Après, tout d'un coup, elle est décédée. Maintenant, le jour de la veille, il y a une fille, une de ses amies qui est venue. Elle est venue en pleurant, elle a dit, attendez, je vais vous raconter. Au fait, nous, tel qu'on est là, on était partis voir le marabout pour épouser les hommes riches. Et voilà pourquoi. Et il nous avait dit que non, on ne doit pas crier. Et il y a juste une copine qui avait refusé. Dès le premier jour, elle était partie voir les pasteurs et ils ont prié pour lui. Mais nous autres, là, on a continué jusqu'à la fin pour être riches et épouser les hommes riches. Et la fille, elle a tout raconté. Elle a dit que non, les choses qu'on a vues, c'était telle chose. Et elle a crié sur nous. Voilà pourquoi elle est décédée. Les gens commençaient à dire quoi? Ils ont même insulté. Ils ont insulté son corps. Que non, Osasoba, tu es bête. Tu es parti mourir à cause de tes garçons. Tout ça, là. La fille, elle a pleuré. Les 3 autres sont partis chez les pasteurs. Ils ont commencé à prier pour eux. Et c'est ainsi qu'elle est décédée et ils l'ont enterrée comme ça. Mais la pauvre grand-mère, elle ne savait rien du tout. Alors que sa fille était déjà partie chez les marabouts et les choses bizarres comme ça. Donc c'est à cause de ça. Donc il ne faut pas suivre l'ambiance d'aujourd'hui. Il ne faut pas suivre tout ce que les amis te disent, tout ça. Parce que elle ne voulait pas travailler non plus. Elle voulait juste gagner la vie et compter sur les hommes, les trucs bizarres comme ça. Donc c'est comme ça que l'histoire se termine. Voilà, la vie facile là. Avoir un homme déjà fabriqué. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont avec toi, ils ont même des ambitions, tu sais, tu ne veux pas. Tu veux un homme accompli, tu veux un homme épanoui, tu veux un homme qui est déjà autonome, qui est déjà indépendant, qui a déjà le luxe, qui a déjà des voitures, des grosses maisons. Voilà. Et c'est pour ça que tu vas aller te retrouver dans les problèmes bizarrement. Moi, mon avis, c'est quoi? C'est mieux d'avoir un homme qui commence encore à se construire, avec qui tu participes. Tu accompagnes dans ces projets. Et puis, vous réussissez ensemble. C'est encore plus beau, c'est encore meilleur comme ça. Mais sinon, avec la tendance maintenant, si mon gars a la voiture. Il y a j'ai écouté un voice une fois comme ça là, où la fille dit carrément, elle envoie un voice à sa copine pour dire que, gars, mon gars m'a barré. Il me faut un autre regard. Sa copine propose un autre regard. Quand tu as un autre regard qui est quand même pisse, il t'a même toujours aimé. Tu fais comment? Elle dit carrément à sa copine que, gars, il n'a pas la voiture. Tu sais que je suis habitué avec la voiture, on vient me chercher au salon, on vient m'accompagner. Lui, il n'a pas la voiture. Donc voilà comment elle bat un gars. Il n'a pas la voiture. Elle est habituée, elle, au luxe. Dis-moi comment tu vas tomber sur un gars qui, lui, a une voiture et qui est compliqué.
Dis-moi. Donc, c'est un peu ça. On passe à la 6e histoire. Ça fait tellement mal d'écouter la qualité d'audio là. Il n'a pas la voiture. La voiture, c'est combien? Toi-même, avec ta grosse tête, tu ne peux pas contribuer avec le gars. Vous achetez une voiture. Tu es là avec tes minces pieds, une grosse tête vide, avec une grosse brésilienne sur ça. Et tu es comme ça, on va seulement se... Ok, excusez-moi. Hein. On passe à la 6e histoire. Très bas. Quand j'étais au Cameroun, comme je disais tantôt, quand j'étais au Cameroun, j'ai fait la rencontre d'un monsieur via Facebook. Bon, ce jour-là, je venais en fait de perdre le travail et j'étais dans ma chambre, je m'ennuyais un peu quoi. Comme ça, je reçois la demande d'invitation de personnes. Généralement, moi, je n'ai pas l'habitude de répondre aux invitations des gens que je ne connais pas. Mais ce jour, je m'ennuyais. Je voulais parler avec quelqu'un aussi comme ça. Déjà, j'ai pas trop d'amis. Donc, c'est comme ça que j'ai accepté la demande d'invitation. Le monsieur il m'écrit sur Messenger. On commence à converser. Il me demande mon numéro WhatsApp. Bon, je lui remets mon numéro WhatsApp. Il me dit, il vit en France, à Paris, il est médecin. Moi, je lui fais comprendre que les relations à distance, c'est pas mon truc parce qu'il me disait vouloir une copine sérieuse. Pas de trucs que les hommes ont l'habitude de dire, quoi. Moi, je lui fais comprendre que non, moi, je suis pas intéressée parce que les relations à distance, ça ne marche pas avec moi. Moi, j'arrive pas à tenir une relation à distance, donc ça ne sert à rien. Il me dit non, moi, je suis différent. C'était la période du Covid. Bon, on avait déjà quand même suspendu les interdictions, en fait. Donc, les aéroports étaient ouverts, mais les billets d'avion étaient vraiment très chers. Il me dit, bon, pour te prouver que je ne suis pas un menteur, je vais venir te voir au Cameroun. Je dis, bon, dans combien de mois? Il me dit, non, je viendrai te voir le mois prochain pour te prouver que je suis quelqu'un de sérieux. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, lorsqu'on causait sur WhatsApp, moi, je n'étais pas très intéressée. Des fois, je ne répondais pas. Des fois, il m'appelait, je ne prenais pas. Des fois, il m'écrivait, je répondais même le lendemain. Des fois, après 2 jours. Il a commencé à se plaindre. Mais pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Pourquoi tu ne prends pas mes appels? Moi, je lui ai fait comprendre que, pardon, moi, je n'ai pas la connexion Internet pour faire des appels vidéo, des appels audio, nanana. Il m'a envoyé 20 000 francs pour que je puisse faire la recharge du mois. J'ai dit d'accord, je suis allée, j'ai récupéré les 20 000. Mais entre-temps, depuis lors que je lui ai fini mon WhatsApp et qu'on communiquait ensemble, j'ai commencé à faire des très mauvais rêves. Je faisais des rêves où je suis en train de pêcher des poissons morts, soit j'ouvre peut-être le congélateur de la maison, je trouve plein de poissons morts. Soit je rêve comment je suis en train de cuisiner et je mange. Bon, ça a commencé à les rêves étaient très répétitifs, donc ça a commencé à attirer mon attention. Je suis allée sur YouTube, j'ai essayé de regarder la signification des rêves des poissons morts. Non, j'ai vu que c'est pas bien. Ça explique le malheur, le décès, tas de trucs. Bon, j'ai pris peur. Et en même temps, j'ai mon ventre aussi qui ne faisait que gonfler en fait. Donc au fur et à mesure que je mangeais dans les rêves, je m'empoisonnais, mon ventre dans la réalité ne faisait que gonfler. Bon, jusque-là, je causais toujours avec le monsieur. Il me fait comprendre que bon, je vais venir au Cameroun, j'ai mon frère jumeau là-bas. Il viendra, c'est avec lui que tu viendras me chercher à l'aéroport. Mon frère jumeau et le chauffeur, c'est avec lui que tu viendras me chercher. Mon avion va arriver à minuit. Donc, à 7 heures, tu viendras avec mon chauffeur et mon frère jumeau. Ils vont venir te chercher à l'entrée de ta maison. Tu n'as qu'à donner ton quartier.
Ils viendront te récupérer. Là, ils vont te conduire à l'aéroport à minuit. Oh. Je dis, je suis aussi dit d'accord. Il n'y a pas de souci. En cette même période, je communiquais avec un pasteur sur WhatsApp également, que j'ai découvert sur YouTube, un pasteur congolais. C'est là où j'envoie le message au pasteur. Moi, je lui dis, je lui explique tous les rêves que je suis en train de faire. Il me dit, ma fille, c'est pas bien. Il y a quelqu'un qui t'utilise pour que tu puisses t'empoisonner mystiquement, en fait. Donc, il faut entrer en prière. Je demande les sujets de prière. Il m'envoie les sujets de prière. Je commence les prières. Je commence un jeûne. Tellement mon ventre ne faisait qu'on montait, on montait, on montait. On dirait que j'étais à une grossesse de 6 mois. Franchement, j'avais tellement honte. Je mettais des habits amples. Je me sentais ballonnée. J'arrivais même plus à manger. Parce que j'avais l'impression que j'étais toujours rassasiée. C'est là où un jour j'ai une tante qui est traitante. Elle est venue à la maison. Elle me dit, ah, ma fille c'est comment? Je dis, ah, moi je suis là, ça va. Elle me dit, moi je fais des mauvais rêves sur toi depuis un certain temps. Je dis, en bon? Elle me dit, oui. Je n'ai même pas pensé en fait au monsieur. Moi j'ai plutôt pensé à mon copain. Parce que comme mon copain, il me donnait beaucoup d'argent, il prenait bien soin de moi. Donc les gens disaient que oh, il est compliqué, il est ceci, il est cela. Donc quand toutes ces choses-là m'arrivaient, moi je pensais plutôt à lui, que c'est peut-être lui qui veut me faire du mal. Et je me suis même éloignée de lui en fait. La peur, je me suis éloignée de lui. Mais j'ai remarqué lorsque je causais avec ce monsieur de la France, dans la nuit, j'arrive pas à dormir. Soit j'ai l'impression qu'on est en train de me regarder. Du coup, quand j'étais couchée dans mon lit, j'avais l'impression comme si on me regardait. Comme si quelqu'un voyait tout ce que j'étais en train de faire. Bon, le pasteur, j'ai commencé les prières avec le pasteur, les jeûnes. Et ma tante aussi, elle est venue à la maison, comme je disais tantôt, elle est venue à la maison. Excusez-moi si je parle un peu comme ça, parce que je tremble même quand j'explique ça, ça me fait un peu trembler. Elle est venue à la maison, je lui ai remis 10 000 francs. Elle est allée au marché m'acheter un médicament. Elle m'a demandé de consommer ça, que ça va évacuer tous les trucs mystiques que j'ai eu à manger dans les rêves. Bon, moi j'ai bu. Mais il n'y avait pas de changement, il n'y avait rien du tout. Je dis, ah, ça c'est... Moi, pour finir, moi, je ne veux même pas croire au truc comme ça. Parce que moi, je bois ton traitement, s'il n'y a rien, rien ne va, rien ne change. Moi, j'ai continué toujours avec les prières. Et le pasteur en question, nous avons continué à prier. Une nuit, vers 4 heures, j'ai envie d'aller faire pipi. J'ai envie de faire pipi. C'est comme ça que je m'en vais à la douche, je fais pipi. Et après, subitement, j'ai une envie de faire des selles. Bon, je fais des selles, mais ça sentait vraiment très, très mauvais. Et c'était tellement noir. Noir, on dirait du charbon. J'ai fait les selles ce jour, c'était beaucoup. J'ai l'impression que le bidet, il allait remplir. J'ai eu tellement peur. Dès que j'ai fini de faire les selles, je me suis nettoyée. Je me rends compte que j'arrive plus à me tenir debout. J'arrive plus à me tenir debout. Je sens tellement mal. Le ventre me fait tellement mal. On dirait qu'il y a des trucs, quelque chose qui marchait dans mon ventre. Ça fait tellement mal. J'essaie de faire des efforts. Je rampe à 4 pattes. Je m'en vais. Je cogne la chambre de ma maman. Je crie que vraiment le ventre me fait mal, que je veux mourir. Je veux mourir. C'est comme ça on réveille tout le monde. Je suis là, je crie, je pleure de douleur, que je veux mourir, le ventre ça fait mal, le ventre ça fait mal. On me donne des écorces, vu qu'elle revenait, elle revenait du village, il y avait seulement 2 jours, elle était au village. Bon, elle a ramené aussi les produits du village. Elle m'a donné des médicaments, vous connaissez les mamans africaines là, elle m'a donné des écorces, des trucs, elle a écrasé des trucs avec de l'huile rouge, elle m'a donné. Jusque là, c'est comme si quand ça entrait dans mon ventre, c'est comme si
On avait seulement allumé le feu à l'intérieur. C'est comme ça, je me mets à vomir de 4 jusqu'à 7 heures du matin. J'en pouvais plus. J'ai dit, ah mieux je meurs. Je faisais que dire, mieux je meurs. J'en peux plus. J'en peux plus de la douleur. Je faisais que vomir, 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 vomir. Des trucs noirs, bizarres. C'est vers 8 heures que ça s'est calmé. Maintenant, dans la nuit, ce jour, dans la nuit, je fais un rêve, genre, je vois 2 cercueils. Donc, il y avait le mien et pour une autre jeune fille que je ne connaissais pas du tout. Et dans mon rêve, c'est ainsi qu'il y a un serpent qui apparaît, un gros serpent. Il ouvre sa grosse bouche là. Je ris, hein. Et ça m'a fait vraiment très peur. C'est comme ça, il ouvre sa bouche. Boula m'a envalé dans le rêve. Et je ne sais pas si je vais appeler ça un ange ou bien, je ne sais pas, une lumière. La tête du serpent se met à dire, il dit à la personne qui se tient devant moi, moi je suis derrière, il y a une lumière qui se tient devant moi, qui dit, toi tu es qui pour m'empêcher de tuer cet enfant? Tu es qui pour m'empêcher de gâter mes plans? Tu es qui? Moi j'avais décidé de tuer cet enfant, toi tu es qui pour m'empêcher de tuer cet enfant? C'est comme ça. Directement, le serpent là, il disparaît. Je me réveille en sursaut, je me mets en prière. Je me mets en prière, je me mets en prière. Et le monsieur de la France, il a subitement arrêté de m'écrire. Moi, j'ai directement su que tout ce que je vivais là, ça provenait de lui. Donc, il avait programmé son voyage pour venir au Cameroun, pour finir avec moi. Et ça, moi j'ai vécu plusieurs histoires mystiques en fait. Et c'est dès lors où j'ai entendu une voix me dire que ça c'est la dernière fois que je vais te sortir de ce genre de situation. Franchement, DMG, moi je suis chrétienne, hein, mais j'étais chrétienne dansante. Donc un pied dedans, un pied dehors, je pars goûter le monde, je reviens, je demande pardon à Dieu. Mais quand j'ai vécu cette scène, j'ai vraiment pris la résolution de changer définitivement. Parce que Dieu m'a dit que là, c'est la dernière fois. Il m'avait déjà sauvé 2 fois des situations très très compliquées. Et ça, c'était la 3e fois. Franchement, moi, le conseil que je veux donner à travers ça, c'est qu'il ne faut pas se fier aux gens. Il y a plusieurs hommes que nous rencontrons sur les réseaux sociaux. Franchement, ce sont des vendeurs d'âmes. Et ce monsieur, il est ici en France, il est à Paris. Il fait dans le trafic des organes. Moi, j'ai vu tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fait ici dans les rêves. Il fait dans le trafic des organes. Je l'ai bloqué sur mon WhatsApp, je l'ai bloqué sur mon Facebook, sur Messenger. Si je n'avais pas, c'est parce que moi j'ai oublié, c'est que je devais donner son nom parce que j'imagine même pas le nombre de filles qu'il a déjà sacrifiées là-bas au Cameroun. J'imagine même pas. Dit que il me disait dès que j'arrive au Cameroun, on ira à Kribi, on va prendre un meublé 2 semaines. On ne sort pas, on va commander à manger, à boire, tout. On va rester 2 semaines. Après, je viendrai voir tes parents. Voilà. Attendez. Aussi, franchement, si ce n'était pas Dieu, c'est qu'aujourd'hui, si on parle de moi au passé. Je m'excuse si j'ai été très longue dans ma vidéo. J'ai sauté beaucoup d'étapes pour ne pas être très longue. En fait, c'est ça que c'est mon histoire, ça c'est mon vécu. C'est pour attirer l'attention des filles. Vraiment, il faut faire très attention. Le monde d'aujourd'hui est gâté. Les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Les gens n'ont même plus le respect ni de considération pour l'être humain. L'être humain est devenu de nos jours une marchandise. Franchement. Merci beaucoup pour l'histoire et laissez vos impressions en commentaire. S'il vous plaît, quand vous racontez les histoires, faites moins de 10 minutes, ça va aller plus vite comme ça. Donc, on passe à la 7e histoire. Bonjour DMG TV.
je vous appelle depuis le Congo. J'ai une petite histoire à vous raconter en fait. Bon, l'histoire date de 2015. J'ai grandi dans un quartier populaire de la place, de la ville et tout. En face de nous, il y avait une famille. En fait, la majorité des enfants de cette famille-là, c'était mes aînés en fait. Et je suis né devant eux, on a grandi ensemble, on a joué au foot et tout. Leur mère les a mis au monde au nombre de 12. Et voilà, ils ont évolué devant moi, ils se sont mariés, d'autres ont voyagé et tout. Mais dans cette famille, presque chaque 2 ans, il y avait un décès. La maman ne faisait que perdre des enfants et tout, jusqu'à ce que la maman reste... En fait, ils étaient restés qu'à 3 en 2015. Et il y a des gens qui ont conseillé la maman que, voilà, il faut aller consulter parce que c'est pas normal et tout. Il s'avère que dans le quartier, il y avait des... Comment est-ce qu'on les appelle? Des pygmées. Des autochtones qui étaient venus, qui avaient quitté le village. Il y a une région ici au Congo. Cette région-là, on l'appelle, c'est un peu comme l'Inde du Congo en fait. La région de Sibiti. Les pygmées ont quitté Sibiti, qui sont arrivés en ville pour soigner la dame. Et du coup, la maman qui perd tout le temps ses enfants-là, elle a en profité de venir se faire consulter et tout chez les pygmées. Bon, comme cette parcelle était dans la même ruelle que moi et j'avais un ami, on avait l'habitude d'aller là-bas jouer aux cartes et tout. Le jour où la maman est venue se faire consulter, on était là, on était tous là en train de causer avec les autochtones. Chez nous, on les appelle les pygmées. On causait et tout. La maman s'est fait consulter devant nous. On a dit à la maman que ce qui arrive à tes enfants, c'est un petit problème en fait. Ce sont les mêmes personnes qui prennent tes enfants chaque 2 ans et tout. Mais ils sont au nombre de 3. Ils ont fait une ordonnance. En fait, ce que la maman devait acheter au marché, ça faisait peut-être une histoire de 7000 francs CFA seulement. On a dit, achète ça, tu reviens le lendemain et on va faire un petit truc, tu verras. Et la maman est allée au marché, elle a acheté juste des petits trucs, hein, aiguilles, fils, des petits trucs, gilettes, ainsi de suite. Donc, on a pris ces trucs-là, on a écrasé, on a mis dans des cartouches. Hein, il y avait des armes du genre calibre 12, des armes traditionnelles. Et on a demandé à la maman de tirer en l'air. Ça se passe devant moi. Et la maman a tiré en l'air 3 fois. On a demandé à la maman, rentre chez toi. Et demain avant 12 h, tu vas venir nous donner les résultats. Bon, moi je me disais au fond de moi, c'est ta blague, ils embrouillent la maman de truie et tout. Effectivement, demain à 12 h, en fait demain d'abord à 10 h, j'étais à l'école, je crois bien. Il y a mon frère aîné qui m'appelle, qui me dit que là-bas il y a le grand frère de cette maman qui a fait un accident sur la route du Nord, qui est mort sur place. Oh. Moi, j'ai commencé à me dire que finalement, c'était vrai cette histoire. À 12 h, mon même grand frère me rappelle qu'il y a le petit frère de cette maman qui se lavait dans une douche dans un hôtel de la place, qui est tombé sur la nuque et tout, qui est hospitalisé, grave, il est au coma. Et vers 17 h, le petit frère de cette maman meurt en Europe. Je me suis dit, tiens, finalement, les trucs traditionnels là sont quand même efficaces en fait. Et depuis ce jour, depuis cette année jusqu'à aujourd'hui, la maman ne perd plus ses enfants. Donc voilà, c'est un peu ça ma petite histoire. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. C'était la 7e histoire. On passe à la 8e histoire. Bien entendu, likez, partagez, commentez. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire.
Bonne année, meilleurs vœux à tous, Mbolo à toute la famille, Mbolo à DMJ TV. Merci. Voilà, je viens aujourd'hui vous raconter 2 histoires que m'avait racontées ma mère quand elle était enfant. C'est des histoires qui se sont passées à cette époque-là dans un village. Donc à l'époque là, quand ma mère fréquentait, elle était encore au primaire. Elle fréquentait dans le chef-lieu de la province. Elle vivait chez un oncle à elle, qui était cadre à l'époque là, dans une société. Et les vacances, quand les vacances arrivaient, elle les passait au village, chez sa maman. Donc c'est comme ça. Maintenant, la première histoire, elle se passe dans un village voisin de celui de ma grand-mère là. Donc c'est un village qui était réputé de grands sorciers, de la haute sorcellerie, le village en question. On trouvait même encore les pygmées à cette époque-là, dans ce village-là. Donc c'est comme ça. Maintenant, dans ce village voisin-là, il y avait 3 dames. Les 3 dames, c'était des amies, elles marchaient ensemble. À l'époque, elles pouvaient avoir une vingtaine d'années comme ça. Donc elles marchaient souvent ensemble, voilà, c'était des amies, des copines. C'est comme ça que parmi les 3, 2 d'entre elles étaient des sorcières. Et la 3e, elle était une innocente, elle ne connaissait rien en fait. Donc c'est comme ça, un jour, un matin, toutes les 3 amies se retrouvent à la rivière pour la baignade, faire un peu la lessive, des petites tâches comme ça. Donc maintenant, les 2 sorcières se mettent à parler entre elles. Et la copine, non, hier c'était trop fort. Ouais, c'était trop cool. Je te dis, oh, non, je sens qu'aujourd'hui là, ce sera encore un guac. Laisse, Mako, le feu, le feu. La 3e dit, mais vous 2 là, vous parlez de quoi? Ah, laisse, tu ne peux pas comprendre. Lave seulement ton linge. Oh, arrêtez ça les filles. Mettez-moi au parfum. Donc vous faites maintenant vos choses en cachette sans me dire. Non, arrêtez ça, vous aussi. Les autres lui répondent, bon, si tu y tiens, ce soir, on va t'emmener avec nous. Tu nous attends seulement à minuit. On viendra te chercher. Ok les filles, ne me faites pas du faux. Je vais vous attendre. Oh. C'est comme ça maintenant, la nuit arrive. La 3e là, elle est maintenant là, elle s'apprête. Pour elle, elle se disait que bon, c'est un bal. Et puis, comme c'est minuit, quand les parents vont dormir, c'est un truc à l'insu des parents. On doit aller en cachette et tout entre nous, un truc entre filles, quoi, sans que les parents ne soient au courant. Donc, pour elle, c'est comme ça qu'elle avait vu ça. Que c'est certainement un bal dans un village voisin et tout. Donc, c'est comme ça, elle apprête son plus beau vêtement. Elle cire ses babouches-là. Elle-même, elle se oint d'huile vraiment. Non, comme avant. Huile rouge et tout, elle brille maintenant de 1000 feux. Elle est là maintenant, minuit arrive. Elle prend son tabouret, elle se met devant sa porte. Donc à l'extérieur de sa maison, elle pose son tabouret, elle est maintenant là assise. Elle attend. Elle attend. Ah, minuit passe, 1 heure, 2 heures. Elle sent que, mais les filles là, elles sont où comme ça? Mais bon, elle est là, elle tue les moustiques, c'est la nuit noire. Elle est là seule et tout. 3 heures. Elle est là, elle commence maintenant à se fatiguer, à bâiller. Elle sent que, bon, je vais encore attendre un peu. Donc, le temps qu'elle est là, elle somnole. Maintenant, c'est dans sa somnolence-là qu'elle fait maintenant le rêve. Le rêve où elle voit ses 2 amis devant elle. Toi là, réveille-toi. Attends, tu nous prends même pour qui? On est là, on tourne à te chercher, donc tu es même là assise. Ok. Tu vas vivre ça. Elles ont commencé à frapper l'autre. Donc les 2 sorcières là, dans le rêve, tout ça là, l'autre voit ça dans le rêve. Elles l'ont battu, déchiré les habits, tout, amoché. C'est comme ça maintenant au petit matin. Donc comme c'est le village, il y a toujours les gens matinaux là et tout. Une des personnes là tombe sur la fille là. Elle n'était plus sur le tabouret, elle était maintenant à même le sol. Les babouches sont là coupées à côté. Ses vêtements déchirés, elle avait les bosses, les bleus. C'est comme ça qu'ils l'ont soulevée là, amenée maintenant pour chercher à la soigner, mettre bien. C'est comme ça qu'elle avait maintenant raconté ce qui lui était arrivé.
Donc ça, c'était pour la première histoire. Maintenant, la deuxième histoire, elle se passe toujours dans le même village-là, des sorciers-là. Donc la deuxième histoire maintenant, dans ce village-là, il y avait une dame qui à cette époque était dans la cinquantaine. Donc à l'époque là, au village, c'est vieux. Donc c'était une dame, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de mari. Donc elle errait toujours dans le village, à tourner là, à mendier un peu de bouffe, à gauche, à droite. Elle était un peu débile quoi, mais inoffensive. Voilà, elle n'était pas dangereuse. Donc tout le village savait que bon, c'est une vieille maman qui est là, qui vit avec nous, elle est là comme ça. C'est comme ça un jour, ma mère nous dit maintenant, il y avait une grande voiture, très très belle voiture, qui passe dans leur village, le village de ma mère là. Donc la grande voiture là, puisque le village des sorciers était voisin de celui de ma mère là. Donc la grande voiture là, gare au village de ma mère. Vous-même, vous savez, au village, quand on voit une voiture comme ça, là, c'est les curieux, tout le monde sort, on est là. Donc, la vitre se baisse. Les villageois remarquent que c'est deux blancs qui sont à l'intérieur de la voiture. Donc, les deux blancs là se renseignent. Que oui, bonjour, s'il vous plaît, on veut aller à telle ville. C'est comme ça, les villageois leur répondent que non, ce n'est pas une ville que vous demandez là. C'est un village, mais vous continuez tout droit à quelques kilomètres, vous allez trouver le village en question. Les Blancs sentent que, oh, bon, ceux-là c'est des négros. Ils confondent certainement la ville et le village. C'est comme ça, allez, ils démarrent. Ils roulent là quelques kilomètres après, ils arrivent au prochain village en question des sorciers. Ils sentent quand même que bon, ils se garent encore. Ils se renseignent encore que bon, voilà, on veut aller à telle ville. Les villageois de là-bas leur disent que mais vous êtes même au lieu dit en question. Et c'est comme vous voyez, c'est un village, c'est pas une ville. Bon, les Blancs s'étonnent. Ils cherchent quand même à rencontrer le chef du village. Maintenant, les villageois les conduisent chez le chef du village qui les accueille là dans son hangar. Bonne arrivée, asseyez-vous. Voilà, je suis à votre écoute. C'est comme ça que les Blancs maintenant expliquent que bon, ici là, on appelle ça comment? Le chef du village même dit que c'est tel village. Ils disent que oui, c'est même bien ça le nom. Mais nous sommes, comme vous voyez, nous, on revient de l'Europe. Et c'est la première fois que nous, on vient en Afrique. Donc nous, on est venus parce qu'on cherche une collaboratrice à nous, qui travaille avec nous là-bas en Europe. Elle a aussi ses grandes sociétés chez elle, ici, dans le pays là en question, et la ville même. Donc nous, on voulait la surprendre, on voulait lui faire une surprise comme ça pour voir aussi comment elle travaille un peu. Vous-même savez, les Blancs souvent sont trop curieux, ils veulent aussi un peu toucher du doigt. Donc c'est comme ça maintenant que le papa là dit, mais attendez, on vous dit que c'est ici le village en question. Vous me parlez de votre collaboratrice qui travaille avec vous là-bas en Europe, ça à quoi y voir? Les Blancs disent que non, c'est telle dame qui nous a parlé de sa ville, de telle ville en question, qu'on voit que là que c'est le village. Le chef du village sent que vous parlez de qui là? Oh, on parle de telle dame qui vit ici même. Le villageois sent que il dit en langue maintenant, il envoie les gaillards qui étaient là que bon, allez-y prendre telle, donc qui était la débile là qui traînait là au village. Ils amènent la débile là au hangar devant les Blancs. Elle était saligote, vraiment toute sale, en lambeaux, avec les chics aux pieds. Quand les Blancs regardent bien, ils voient que c'est la figure même, c'est les traits de la dame en question. Les deux Blancs se regardent. Genre que m'attend, c'est quel délire ça? Bon, ils ne paniquent pas. Ils se sont seulement levés et ils ont menacé la dame là en question. Ils ont seulement dit une phrase. Que le jour qu'on va encore te voir dans l'une de nos réunions, on va te tuer. C'est tout ce qu'ils ont dit. Ils ont pris congé des villageois, du chef du village qui était là, et ils ont remercié, ils ont démarré leur voiture, ils sont partis. Donc c'est comme ça qu'on avait aussi su que, mon Dieu, même celle-là aussi qui mendie, qui n'est rien, qui est un petit rat dans le village, elle aussi, elle est dans les grandes choses. Donc, la moralité de ces deux histoires, presque similaires, c'est pour attirer encore une fois de plus l'attention de ceux-là qui ne comprennent pas qu'il n'y a rien dedans dans la sorcellerie. Parce que à quoi ça sert
d'être riche dans le monde invisible et que physiquement, tu es mendiant. Tu es mendiant, c'est-à-dire que tu n'es même pas quelqu'un qu'on peut dire que quelqu'un qui est moyen dans la société, qui se débrouille, qui même s'il vit, il fait un petit boulot, mais au moins il se débrouille. Tu n'es même pas dans cette catégorie. Tu es comme en dessous. Mais c'est toi. Oh non, vraiment, c'est trop fort, hein, l'histoire de la sorcellerie, vraiment. Beaucoup qui ne comprennent pas encore. Maintenant, à quoi ça sert au final? La richesse doit être palpable. Elle doit être visible et palpable. Mais non, pour eux, c'est comme ça. Donc vraiment, c'est vraiment encore avec le cœur, vraiment le cœur, en fait, vous aurez compris. Donc, merci encore de m'avoir écouté. Merci à vous tous de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Merci à DMJ TV. Merci, merci et à très bientôt pour une autre histoire. Bonne année à tous, meilleurs vœux. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci beaucoup pour toutes ces histoires que tu racontes sur la page DMG TV. Vraiment. Et je ne sais quoi dire si ce n'est merci. Et dans les commentaires, laissez vos appréciations aussi. C'est quelqu'un qui vient fréquemment raconter des histoires ici pour nous enrichir. Donc, on passe à la 9e histoire. Sinon, laissez des likes, commentez, partagez. Dites-vous, regardez la vidéo en commentaire. C'est un peu cette participation-là qui est aussi nécessaire ici. Donc, 9e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour, je suis gabonaise et je voulais partager une petite histoire que j'ai vécue lorsque j'étais encore étudiante en France. Bonsoir. À cette époque, je travaillais au Quick, c'est comme McDonald's, et je travaillais dans un Quick à Viry-Châtillon, à Grigny, dans le 91. Et j'ai travaillé là pendant 2 ans. Et puis, le responsable de ce Quick, il avait un autre Quick à Viry-Châtillon. Et à cette époque-là, je faisais 2 shifts. Donc, je travaillais le matin et le soir. Et donc, le manager du Quick où j'étais à Grigny m'avait demandé d'aller travailler à celui de Viry-Châtillon. Donc, j'étais partie, j'avais fait le matin à Grigny, le Quick de Grigny, et le soir, celui de Viry-Châtillon. Donc, le manager était venu me chercher, il était à la fermeture vers 23h30. Donc, on était dans sa voiture de retour parce qu'il devait me ramener à la gare de Viry-Châtillon pour prendre le train pour rentrer chez moi où j'habitais à Drancy, dans le 93. Donc, quand on a pris, dès qu'il m'a pris de Viry-Châtillon, on a contourné et il y avait un échangeur entre le Quick de Grigny qui était juste sur un carrefour. Il y avait un échangeur vraiment où il y avait des voitures qui passaient en bas, des voitures qui passaient en haut. Et nous, on était en haut. Donc, avant d'arriver à Grigny, on a dépassé juste avant l'échangeur. Il était vers, je crois, minuit moins ou minuit 2, comme ça. On était devant, parce qu'il était tard. Et le monsieur et moi, je tairai son nom, le manager et moi, on a vu un mur qui est apparu sur l'échangeur encore. En fait, ça s'est passé en une fraction de seconde. On est en train de traverser l'échangeur et il y a eu un mur qui est apparu. Donc, c'était soit le monsieur, il fonçait dans le mur, soit il braquait sur le côté droit et on devait tomber dans le ravin. Mais le monsieur, on a traversé le mur. En fait, c'était comme si c'était juste le mur est apparu, boum, et nous, on a traversé le mur. Et après, il me demande, est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? J'ai dit oui. Et après, il s'est garé, on a regardé derrière, il n'y avait pas de mur. C'était juste pour dire que peut-être que c'est ce qui arrive à beaucoup d'accidents qui arrivent, c'est-à-dire que les gens voient les choses apparaître au milieu de la route et les gens, soit par peur, ils braquent sur le côté gauche, sur le côté droit et en bas, il y a un ravin où ils vont faire un accident. Donc, c'était... Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. Et son histoire me rappelle aussi une autre histoire comme ça. Un monsieur qui a fait l'accident, il dit avoir vu comme une dame traverser la route. Pourtant, il n'y avait personne. Que pour éviter de cogner la dame, il a braqué brusquement comme ça aussi. Parti entrer maintenant dans la maison de quelqu'un, tuer toute la famille là. C'est des choses qui arrivent. Quand c'est ton jour de mourir, même la bouillie peut te casser la dent. C'est comme ça. Hein.
Donc, dites ce que vous pensez en commentaire, laissez des likes, commentez, partagez. On va passer à la dixième et dernière histoire. S'il vous plaît, likez, partagez, commentez. Et comme je dis toujours là, s'il y a une histoire qui vous marque là, laissez en commentaire. L'histoire 2 m'a fait ci, l'histoire 3, l'histoire 4, l'histoire 5. Participez, c'est le plus important là-bas. Donc, dixième et dernière histoire. C'est même pas 10 histoires. Aujourd'hui, c'est comme c'est 12 histoires. Seulement que je n'ai pas voulu découper ceux qui ont raconté les 2 histoires là. Donc, allons-y, dixième histoire. Hello la DMG TV. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Très bien. Déjà, likez, abonnez-vous et partagez. Gars, tu veux écouter l'histoire, tu n'as pas liké. Rwanda. Like d'abord. Donc voilà, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. C'est au début de la Covid. Hein. Moi, je suis au Gabon. Donc, au début de la Covid, ici, tous les bars étaient fermés. Vu que les bars étaient fermés, les gens ouvraient les bars à domicile, non. Donc, ma voisine avait un bar à domicile. Donc, c'est comme ça, il y a un gars qui est dans le quartier. Bon, de chez moi, chez lui, on pouvait prendre le clando 100 francs. Donc, le gars venait boire chez ma voisine. Moi, je ne le connaissais pas. Et puis, voilà, un jour, on décide... Bon, il m'invite à leur table, il m'invite boire, tu vois. Donc, je vais m'asseoir avec eux, je bois. Ce jour-là, bon, le gars et moi, il y a eu, on va dire, attraction parce qu'il m'a plu, je l'ai plu. Donc, avec l'alcool, on a voulu faire les choses. Donc, comme le gars, moi, je vis seul. Le gars me dit, bon, on va chez toi. Moi, je dis, ah, moi, déjà, de base, je n'aime pas mener les hommes chez moi. Si j'emmène un homme chez moi, c'est qu'on est en relation. Et je prends d'abord même le temps avant de t'emmener chez moi, en fait. Tu vas prendre un gars d'un soir comme ça, il l'emmène chez moi. Je n'aime pas, je supporte pas ce genre de choses. Je dis au gars que non, on peut aller chez toi. Le gars me dit, ok. Moi, je pensais que le gars, c'est un jeune gars de la trentaine et qui travaille, il est banquier. Donc, je me suis dit, bon, ok, on va chez toi. Il me dit, ok. On arrive alors chez lui, il vient en famille. Je lui dis, ah, ça m'étonne parce que moi, je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est un gars qui... Voilà, ça doit être un gars indépendant, il vient en famille. Je me suis dit, bon, ok, bref. Donc, c'est comme ça alors, on arrive, non, on a vu tout, on se douche. Donc, on se douche, après, on va en chambre, on fait. Parce qu'on était venu, c'était pour faire. Donc, c'est vrai, c'était le premier soir, je ne connaissais pas le gars. Honnêtement, je suis vraiment honnête avec vous, je ne connaissais même pas le gars. Je me souviens à peine de se croiser comme ça au bar. On a bien fait, j'avais envie de faire, le gars aussi a envie de faire, donc voilà comment on va en faire. C'est comme ça, on finit de faire, on fait. Le gars me dit qu'il veut la SIM 2, comme on dit. Il dit que tu veux qu'il veut la double SIM. Je dis que non, père, je ne donne pas moi la double SIM. Mais quand il insiste, je dis que non, j'ai marché comme j'ai marché, je préfère garder ça pour mon mari que chéri. C'est que j'ai marché comme j'ai marché, mais j'ai gardé ça pour toi. Donc, c'est à mon mari, c'est l'homme qui va m'honorer, que je vais quand même peut-être faire donner ça s'il ne veut pas ça rester là comme ça. Le gars insiste, je dis que non, on se fâche, on dort fâché. Donc, on a fini de faire, moi je suis fatiguée, dormue, je suis là, on a dormi chacun de son côté. Dans la nuit, moi je fais le rêve où je suis dans la maison là, je fais un rêve où je suis dans cette maison là. Une maison où c'est la première fois que j'arrive. Donc dans le rêve, je me réveille. Dans le rêve, je me réveille dans le rêve sur le lit seul. Le gars n'est pas là. Je vois un petit garçon qui est, quand on envoie l'enfant au coin, non, on dit que va au coin. L'enfant regarde le mur, il fait face au mur. Je vois un petit garçon, tout nu aussi, qui fait face au mur. Je me dis que mais, c'est qui? Donc je pose la question. Je demande, je dis que toi, je demande que c'est qui, non? Je dis que c'est qui? Je vois comment le petit garçon fait comme l'araignée, il marche sur le mur, il est Spider-Man, il monte sur le mur, il escalade le mur. Je dis que merde, c'est qui ça? Le gars escalade le mur, ping. Je suis là, sur le lit. Je me lève du lit, je me quitte le lit. Et au moment où le petit, il tourne la tête, sa tête tourne à 80 degrés, sa tête tourne, mais son corps reste... Le corps regarde devant, la tête regarde derrière, la tête me regarde. Le petit a les yeux blancs, il n'a pas les yeux comme pour nous qui a la pupille noire. Non, il n'a pas ça. Il n'a pas le temps d'avoir ça. Le petit a les yeux blancs, tout blanc. Je dis que ouais, j'ai trouvé. Quand je vois alors comme ça, dans le rêve, j'ouvre la porte de la chambre pour sortir. Quand je sors, la maison c'est une maison, il y a plusieurs chambres, il y a le couloir. On passe d'abord le salon, il y a le couloir, il y a les portes et les chambres. Je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 chambres, je ne sais même plus trop.
Donc, quand on sort comme ça, dans la vraie vie, quand tu rentres dans la maison, là, la chambre du gars avec qui j'étais, elle est venue là. Sa chambre, c'est la dernière chambre au fond du couloir. Que c'est les nez, ils sont toujours les dernières chambres au fond. La chambre au fond du couloir, c'était sa chambre. Il y avait une porte à droite, il y avait une porte à gauche. La porte à droite, c'était la porte d'une chambre. La porte de droite, c'était la porte de gauche, c'était la porte de la douche. À droite, c'était la chambre. Dans la vraie vie. À gauche, c'est la douche. Quand elle sort de la chambre comme ça, à droite, il n'y a même pas de porte. Alors que dans la vraie vie, il y a une porte là-bas. Je sors comme ça, à droite, il n'y a même pas de porte. Je regarde à gauche, il y a une porte. Quand je vais regarder le couloir tout droit, tout dit qu'il court jusqu'à la porte centrale, j'ouvre la porte centrale et sort. Le couloir s'allonge, on dirait comme dans les dessins, tu vois comment le couloir devient long seul. Je vois maintenant la porte là au loin, ça dit que tu te demandes que je vais arriver là-bas et si je vais même pouvoir marcher, courir jusqu'à arriver à la porte. Donc pendant ce temps, je suis debout, je réfléchis une fraction de seconde parce que le petit qui a tourné la tête, qui est tout nu, le petit démon là, il est dans la chambre, je tiens la poignée de la porte, donc il veut sortir, non, il veut ouvrir la porte pour sortir, moi je tiens la poignée. Donc voilà comment, comme je vois la porte de gauche qui est là. Je dis qu'à je rentre là-bas. Quand je rentre à la porte de gauche, je rentre, je me remets derrière la porte, donc je bats la porte, donc je serre la porte pour que le petit, parce que quand j'ai laissé le poignet de l'autre côté, il a ouvert là-bas, il est sorti. Donc moi je suis rentrée dans l'autre pièce, l'autre chambre à gauche direct, vite, pim. Je me suis mise derrière la porte, donc je maintiens la porte, il bouscule, pim, pim. Tu vois le genre qu'on coûte, pum, pum, genre pour ouvrir la porte pour rentrer, pour que je le quitte, non. Donc voilà comment quand je rentre, je vois une petite fille couchée sur le lit. Elle me fait aussi dos. Je dis que mais ça c'est quoi? Et quand je rentre dans la chambre, j'ai envie de parler, mais le son de ma voix ne sort pas. Donc je veux parler que c'est qui, aide-moi, ou un truc comme ça, non. Mais le son de la voix ne sort pas. Voilà comment je vois. C'est une petite fille, peut-être un enfant de 7 ans, 8 ans, elle avait les perles sur la tête. 7 ans, 8 ans. C'est comme ça, je suis là. Je maintiens toujours la porte. Comme je n'arrive pas à parler, au fond de moi, je commence alors à méditer, à prier. Oh Dieu, aide-moi, oh Seigneur Jésus, aide-moi, oh Seigneur Jésus, aide-moi. Comme ça, voilà la petite fille qui est sur le lit, qui grandit. Elle grandit étant sur le lit. C'est un enfant de 8 ans, 8 ans, 7 ans, 8 ans. Elle est maintenant comme une fille de 13 ans, 15 ans. Je vois comment elle s'allonge sur le lit. Elle s'allonge, autant pour moi, sur le lit. Non, elle devient plus grande. 7 ans, 8 ans, je dis que mais c'est quoi? Jusqu'à elle grandit, elle est maintenant comme une fille de la vingtaine. C'est là où son grandissement, où je ne sais même pas comment on dit ça, ça arrête. Comme une fille de la vingtaine, voilà comment elle descend du lit, elle me regarde, maintenant elle me fait face. Je vois une jeune fille maintenant, alors que c'était la bonne enfant de 7 ans. Je vois maintenant que c'est une jeune fille qui est face à moi. Je dis que, hé, je n'ai toujours pas le courage, la force de parler, non. J'ai envie de parler, mais la voix ne sort pas. Donc je médite à l'intérieur de moi. Je médite, je prie, je dis que, oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, sauve-moi. La fille, quand elle se retourne, elle me demande que toi, c'est qui? Tu es venu foutre quoi ici? Elle me parle comme ça. Toi, c'est qui? Tu es venu foutre quoi ici? Quand elle me parle, je vais répondre, voilà comment la voix sort maintenant. Parce qu'elle m'a parlé, j'ai maintenant la voix, je parle maintenant. Donc voilà comment je réponds. Je dis que, ouais, pardon, moi, je suis venue ici avec le gars là. Je ne suis même pas venue ici pour quoi que ce soit. Pourquoi vous me faites ça? Moi, je ne vous connais même pas. Je suis venue passer la nuit, puis je rentre. Moi, je ne suis même pas là-bas venue pour quoi que ce soit. Pourquoi vous me faites ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ok, comme tu es venu ici et puis tu as la tête ouverte, tu es venu voir les choses qui ne te regardent pas. C'est comme ça que tu vas aussi rester comme les autres. Je dis qu'elle veut rester comme les autres. Je reste comme elle me montre la main comme ça. Donc quand je regarde où elle me pointe le doigt, je vois beaucoup de filles dans la chambre toujours au coin. Non, je vois beaucoup de filles qui sont là assises. Elles sont toutes nues. Elles sont assises par terre. Comme tu vois quelqu'un qui est triste, non? Quelqu'un qui est assis par terre, qui est triste, il tient la tête, genre il met la main, d'autres filles ont les mains sur les joues, elles attrapent la tête. D'autres sont comme si elles regardent le sol, elles ont les mains, les têtes entre les jambes, elles regardent le sol. Donc, je sens que les gens qui sont tristes, en fait, elles sont là comme des gens qui sont tristes. Je dis qu'elle veut rester ici comme elle. Pourquoi? Je dis que oui, parce que tu es venu ici voir des choses que tu ne devais pas voir, tu as la tête et tout. Je dis que non. Moi, je lui ai dit ça ouvertement. Je dis que moi, je vais sortir d'ici. Je ne suis même pas là-bas. Vous ne me connaissez même pas. Je l'ai menacé même parce que j'étais même en colère, j'avais peur et j'étais en boule en même temps. Je dis que vous ne me connaissez même pas d'abord. Pas vos petites que vous faites ici, là, les Gabonais, là. Je ne suis même pas dans vos petites choses des Gabonais, là. Tu ne me connais même pas. Donc, je vais seulement sortir d'ici. Je dis que je vais sortir d'ici la nuit. Je ne reste pas là. Tu m'as bien regardé. Je vais commencer à parler avec elle comme si c'est pas avec quelqu'un. Tu vois, elle est menacée. Elle dit que ne sors pas d'ici, ne sors pas. Je vais sortir autant pour moi. Elle dit que je vais sortir d'ici. Je vais sortir. Ça veut dire quoi? Vous voulez me faire quoi? Donc, je commence à parler fort comme ça. C'est comme ça que je parle avec elle, je lâche un peu la porte, non, comme je vais faire les gestes avec les mains et tout. Donc je perds un peu l'équilibre, le petit derrière, quand il a poussé, donc il est tombé proche de là où il y a les filles qui sont par terre là-bas. Donc je tombe comme ça. Le petit
je veux dire quoi, petit araignée, là, il rentre, il commence à escalader les murs dans la chambre. Il escalade les murs, il tourne les murs de la chambre, il tourne les murs de la chambre. Donc la petite qui était au lit, devant le lit, elle quitte là-bas, elle marche, genre, elle veut venir proche de moi, pour me dire que non, voilà comment alors tu restes. C'est-à-dire que tu vas rester ici, non, voilà comment alors tu restes ici, voilà. Quand elle approche ça pour venir vers moi, je regarde autour de moi, parce que je cherche même quelque chose qui va flanquer à celle-là, il ne veut même pas rire avec elle, donc je vais vraiment finir avec eux. Je regarde comme ça, je vois un morceau de bois, comme le balai, tu vois, quand le balai est cassé, non, il y a un bout. Je vois un morceau de bois cassé, je dis que je vais seulement te piquer. Je prends le morceau de balai là, quand je tiens ça dans ma main, ce n'est plus le morceau de bois, c'est maintenant comme la pioche. Il y a le bout en fer de la pioche là-dessus qui s'est ajouté seul. J'ai coupé sa tête, j'ai fendu sa foupe. Peut-être la tête est tombée. Bim! Quand la tête tombe, c'est comme ça qu'elle me relève. Je me réveille. Pour de vrai, je me réveille, je suis mouillée. C'est comme ça que je sors de l'eau. Parce que toute la place où j'étais couchée était mouillée. J'étais trempée. Comme si j'ai transpiré. C'était la transpiration. C'est l'eau de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me réveille comme ça. Je dis que merde, c'est quel rêve? Quand il me réveille comme ça, le gars aussi se saute. Il s'est réveillé aussi. Il me dit que mais c'est quoi et tout. Je dis que j'ai fait un cauchemar. Il me dit que c'est quoi? Je l'explique le rêve que j'ai fait. Non. Et dans tout le rêve là, lui, je ne l'ai même pas vu. Je l'explique le rêve que j'ai fait. Il me dit que ouais, tu as seulement fait un rêve. C'est juste un rêve comme ça. Ça va passer tout et tout. Elle la ramène. Non. Je dis que non, c'est bizarre. Il était vers les 4 heures. J'ai regardé mon téléphone. 4 h, 5 h quand il sort du rêve là. Je dis que non, il est parti. Il me dit que tu parles là, toi aussi, couche-toi, attends, alors un peu, tu te reprends, attends une 7 h, tu pars. Quand il me recouche, je lui dis qu'il m'endort. Lui, il s'assoit alors sur le lit. Il regarde, il est là assis, il fait comme s'il est en train de réfléchir. Dès que je lui ai dit, il me dit que ça le dérange. Je viens chez lui faire ce genre de rêve et tout et tout. Donc il s'assoit là, il regarde ailleurs. Moi, je me suis couchée sur mes pensées. Jusqu'à il m'a soupi quelques secondes. Quand il m'a soupi, je ne sais même pas où j'étais. En tout cas, il m'a soupi quelques secondes. Et puis, j'écoute une voix qui me parle, qui me dit que, oh, toi, tu veux encore dormir là. Il dit que, mais je suis fatiguée, j'ai envie de récupérer un peu. Parce qu'après, je ne peux pas même faire 8 heures, non. La voix qui me parle me dit que tu vas rester là. Tu es en train, voilà, toi qui es en train de t'assoupir encore. Tu vas retomber dans un rêve. Et tu vas repartir toujours dans le rêve où tu étais. Et c'est comme ça que tu vas seulement rester là-bas. Donc, ne dors même pas la lève. Tu dis que, mais moi, je suis fatiguée, ne me lève pas. Ou alors, il est 6 heures. Je vais partir. Il me dit que, maman, lève-toi là. Tu dors quoi? Tu es chez toi. Lève-toi. Donc, la voix qui me parle me gronde, tu vois. Lève-toi. Donc, comment je me lève? Quand il me lève, le gars est assis. Moi, je ne le regarde même pas d'abord. Il est assis, genre comme s'il réfléchit. Moi, je ne gère pas. Mais il est là. À un moment, quand je me lève pour prendre mes habits pour m'habiller, je lui parle, il ne me répond pas. Donc, c'est comme ça que je me mets maintenant face à lui, je le regarde. Quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il n'est même pas là. C'est comme s'il y a justement le corps qui est là. Mais lui-même, il ne répond pas. C'est comme le corps est seulement vide. Donc, je ne comprends même pas que le gars là, il est où? Il est là ou il n'est pas là. Ça ne me regarde même plus là-bas. Je me suis habillée, j'ai pris mes habits, j'ai pris mes choses. Au moment où j'ouvre la porte de sa chambre pour sortir, voilà qui ouvre les yeux, qui me parle. Parce qu'il je lui fais dos parce que je vais à sortir. Donc, il me demande que tu pars où? Je dis que, hey, tu es là. Il me dit que tu pars où? Je dis que mais tout à l'heure, je ne répondais pas. Il me répond que tu pars où? Je dis que pas où, comment il part chez moi. Il me dit que tu pars. Je dis que non, pardon. C'est que je suis en train de vivre ici. Je n'ai jamais passé une nuit comme ça. Je n'ai même pas, là mes yeux ils sont rouges, je n'ai même pas de dire que pardon frère, moi je pars. Votre sorcellerie qu'on fait ici, ce n'est même pas avec moi. Je ne suis même pas dans vos petites choses de libre-ville là. Moi, parate, je suis en train de partir. Le gars est en train de parler, dit que je n'aime même plus le gars. J'ouvre la porte de la chambre de sort. Quand je sors, je suis devant la porte de sa chambre. Je revois la scène du rêve où le couloir s'allonge. Ça me replonge, ça me fait un truc, un chant. Il dit que ouais, c'était pas le rêve. J'ai vraiment dit que j'ai vécu la scène. Quand je regarde la porte de machin, c'est la douche. Je dis que mais la douche, c'était la chambre. Bref, je n'ai même pas envie de trop tarder. Je reprends le couloir, bim, 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 pour sortir à la porte centrale. On prend la porte centrale pour sortir de la maison. Je marche au couloir, j'arrive au salon, je vois la petite fille du rêve qui est couchée au salon. Je vois, elle est couchée par terre à même le sol. Je te dis une fille qui est couchée avec les mêmes tresses, les mêmes habits que dans le rêve. Je regarde la petite fille, je dis que oh, c'était pas le rêve ça, mon frère, ok. Donc j'ai essuyé mes pieds, il y avait un paillasson devant la porte à l'intérieur de la maison. J'ai essuyé 1, 2, la poussière là, non. Je dis que voilà, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait ici, que vous avez fait cette nuit, tout ce que vous avez mis sur moi, voilà comment je laisse toutes vos choses là ici, que je sors là comme quand je suis rentrée. Que celui qui va même là-bas essayer de me suivre ou même me chercher, que je fais un rêve ou bien que quelqu'un me suit ou quelqu'un me cherche. Vous aurez de mes nouvelles. C'est comme ça que j'ai parlé. J'ai essuyé mes pieds. Pom, pom, j'ouvre la porte. Je suis sortie. Je suis partie. Moi, je suis partie. Je suis allée expliquer. J'ai appelé mon pasteur. J'ai expliqué. Il m'a grondé. Oh, tu es allé sortir le gars. Tu le connais où? Oh, yo, machin et tout. Vous connaissez comment les gens sont là.
Donc, on m'a fait j'ai fait les prières et tout. J'ai vraiment compris ce qui s'était passé, que le gars lui-même, il l'a même déjà sacrifié lui-même. Donc, les filles qui amènent là-bas, ils ne peuvent pas coucher avec toi. Quand tu es faible d'esprit, ton esprit reste là-bas pour travailler pour eux. Donc, tu vois, non, il te prend en captivité, non, tu vois. C'est ça. Lui, il sort avec les filles pour prendre les âmes des filles. C'est un mignon garçon. Hey, grand détail, beau, bien costaud. Et tu vois le gars, tu confirmes que oui. Ça, tu as seulement envie de casser l'enfant, en fait. Tellement l'enfant là est beau, tu veux seulement aller gnox. Donc c'était ça, c'est un appât. Tu vois, tu sors avec le gars que tu vas regretter ta vie entière. Parce que tu sors de la vide. Quand tu rentres là-bas, tu es bien. Mais quand tu sors là, tu sors vide. C'est-à-dire que tu n'as plus de vie. Toute ta vie est restée seulement chez eux. Donc c'est comme ça que je suis sortie de là. Donc c'est juste pour édifier encore les filles. Là où on marche au patron, pas dormir. Il faut avoir le discernement. Tu vas faire le rêve dans la nuit, tu dis que non, c'est juste le rêve. Voilà, toi qui restes là-bas jusqu'à on finit tout le processus, ta vie est bloquée. Il faut briser, tu te lèves, tu pries, il faut briser la confiance. On ne donne pas la confiance à 100% aux gens. Il faut donner maintenant, même tu donnes la confiance seulement 1%. 99,99%. Tu regardes seulement de loin. Donc, c'était comme ça mon histoire pour édifier encore les filles comme les garçons. Parce que ce n'est pas seulement chez nous les femmes. Les hommes aussi peuvent tomber sur ce genre de fille qui est déjà consacrée par sa famille, qui doit juste être là pour amener les âmes. Soit les hommes, elle amène seulement les âmes, Tu vas dire que tu es trop fort, tu as la jolie fille, alors que tu es allé là-bas, ton âme est restée. Tu vas marcher dans ta vie zéro, tu ne vas jamais rien produire, tu vas beau s'aimer. Parce que comme on m'avait dit que cela, quand tu sors de là-bas, tu vas s'aimer, tu ne vas jamais récolter. Ta vie est finie en fait. Et ce que vous voyez. Donc c'était un peu mon histoire d'aujourd'hui que j'ai voulu raconter. Donc voilà, hein, c'était juste pour vous édifier, liker, partager. Voilà, abonnez-vous pour que la famille s'agrandisse encore plus. Et puis voilà, force à toi DMG. Merci beaucoup pour la force. Merci pour le courage que tu as eu de raconter cette histoire-là. Mais après, je vais dire, s'il vous plaît, la vie du dehors, là, évitez ça. Ça ne rapporte rien. Il est encore préférable d'avoir une relation dans laquelle tu es casé. Tu sais que c'est une relation qui peut donner quelque chose. Les coups d'un soir, très souvent, ça finit très mal. Si ce n'est pas mystiquement, au moins avec des maladies sexuellement transmissibles, là, le sida, l'hépatite, le chancromo, la chaude pisse, et vous connaissez toutes ces maladies-là. Donc, évitons ce genre de trucs-là, ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien. Le palmarès de « Oh, je suis l'homme, j'ai couché avec 50 femmes. » Et puis quoi? Et après? « Oh, je suis une femme, là, le gars, là, j'ai mis son dos au sol. » Ça, c'est des discours des... Je vais parler plus loin. Merci d'avoir liké la page, liké la vidéo, abonnez-vous, commentez. Donnez la force à tous ceux qui montent à raconter des histoires là. Ce n'est pas facile de venir ici et dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça demande beaucoup de courage. Donnons la force à ces gens-là. S'il faut même dire un truc, c'est peut-être un conseil de motivation, de voilà comment faire pour sortir de là, sans toutefois juger. Donc on va continuer demain à 12h avec 10 autres histoires mystiques. Je vous demande s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Et on se reprend demain. Très bonne journée à vous.